Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes une nouvelle fois ravis de vous retrouver pour cette conférence organisée en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP, avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Donc, je suis Flore Bénard, responsable du culturel à l'Alliance française de Paris. Et j'en profite pour vous inviter à découvrir notre programmation sur le site internet, donc alliancefr.org, sur lequel vous pouvez découvrir aussi nos cours de langue en ligne et nos formations d'enseignants. Alors ce soir, vous êtes plus de 150 à nous rejoindre, à se joindre à nous, et vous venez de 32 pays, donc c'est toujours très impressionnant. Et comme à notre habitude, dans le palmarès, dans les premiers pays qui sont représentés, le Mexique, les USA, la Biélorussie, l'Allemagne, l'Italie. C'est très grisant de voir tous ces pays connectés avec nous. Avant de céder la parole à Patricia Guérin, qui est responsable du Centre Auguste Dobel à Paris, qui accueillera notre invité Philippe Brancola. Quelques précisions concernant la plateforme qui nous accueille. Ça devient très familier pour beaucoup d'entre vous, mais je préfère redonner quelques principes de bon fonctionnement. Alors d'abord, un petit conseil, désactivez la petite cloche qui se trouve en haut à droite de votre écran, qui vous éviterait d'être dérangé par les notifications. Ensuite, vous pouvez découvrir les onglets qui se trouvent sur le côté, donc le chat. Donc le chat, vous êtes désormais familier, ça permet de s'interpeller, de se dire bonjour, c'est toujours le meilleur moment. Et puis, à côté, l'onglet questions, alors sur lequel nous vous invitons à poser toutes les questions que vous souhaitez que nous transmettions à Philippe Brancola. Vous avez aussi la possibilité de voter pour vos questions préférées. Voilà, je passe la parole à Patricia et je vous retrouverai à la fin de la rencontre. Eh bien, bonsoir, bienvenue donc pour ce nouveau rendez-vous culturel organisé avec donc l'Alliance française de Paris, le comité d'entreprise de la RATP et avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation Alliance française. Donc ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Philippe Brancola qui nous propose une conférence tout à fait d'actualité intitulée « Maladies émergentes et Covid-19, d'où viennent-elles ?» Alors, nous sommes chanceux de recevoir Philippe Brancola aujourd'hui du fait du contexte de l'épidémie, car il est souvent sollicité dans les médias pour intervenir et donner son avis de scientifique. Alors, grâce à lui, ce soir, on aura l'occasion de nous interroger sur les liens entre biodiversité et pandémie. Donc, c'est une question complexe qui nécessite de prendre du temps pour bien cerner les contours de cette problématique, ce que ne permet pas forcément le temps des médias actuels, notamment des chaînes d'information en continu. Alors, on va prendre le temps de bien réfléchir. Avant de commencer la conférence, voici quelques informations sur le parcours donc, de notre invité de ce soir. Donc, Philippe Brancola, vous êtes écologue et systématicien de formation. Vous avez travaillé dans un laboratoire d'éthologie et de biologie de l'évolution de l'Université de Rennes 1, associé au CNRS. En 1996, vous rejoignez le laboratoire de systémique et évolution du Muséum d'histoire naturelle et vous contribuez à son développement. Vos recherches concernent l'évolution des faunes, du comportement des insectes pour lesquels vous avez travaillé sur le terrain dans de nombreux pays tropicaux. Aujourd'hui, vous êtes donc directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut systématique, évolution, biodiversité, un laboratoire mixte de recherche du Muséum d'histoire naturelle, du CNRS, de Sorbonne Université et de l'École pratique des hautes études et enfin de l'Université des Antilles. Et ceci regroupe 200 systématiciens et biologistes de l'évolution. Alors aussi, vous avez exercé de nombreux mandats de conseiller et de président de fondations, associations et organisations nationales et internationales concernant la biodiversité et la biologie de l'évolution. Enfin, vous avez écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles récemment sur le thème évidemment de la pandémie et de la biodiversité dans les journaux comme Science et Vie, Le Figaro, Ouest France ou encore Le Monde.
Et puis, vous avez donc participé tout récemment à, par exemple, à La Tête au carré, une émission bien connue sur France Inter. Alors, pour les agents RATP qui souhaiteraient approfondir le sujet du Covid-19, plusieurs ouvrages sont disponibles désormais sur la bibliothèque numérique du CE, depuis le site internet du CE de la RATP. Vous y trouverez notamment un très bon livre pour enfants intitulé « 7 questions pour expliquer le coronavirus aux enfants », écrit par Yannick Tanguy, docteur en neurosciences. Voilà, mais maintenant, je cède avec grand plaisir la parole à Philippe Grandcola et je vous remercie encore de votre présence ce soir. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, je suis très heureux de pouvoir parler devant autant de personnes d'un sujet qui, évidemment, comme vous l'avez dit, est un sujet d'actualité, en particulier d'une manière qui laisse peut-être un peu moins de place aux problèmes immédiats auxquels on est confronté, des problèmes bien sûr graves de santé ou de gestion de la pandémie, mais qui nous portent à réfléchir à plus longue échéance sur l'origine de ce type de maladie et les efforts qu'on devrait faire pour que ce type de situation ne se reproduise pas de manière répétée dans les années à venir. Donc je vais maintenant partager la présentation que j'ai préparée de manière que vous puissiez avoir tous les éléments qui vont compléter ce dont je vais parler. Voilà, donc le titre de la conférence concerne les maladies émergentes, donc les maladies qui apparaissent de mémoire d'homme, et en particulier, bien sûr, le cas particulier du Covid-19, de la Covid-19, que je traiterai à la fin, avec évidemment moins de connaissances sur cette maladie que sur les maladies précédentes qui sont beaucoup mieux étudiées parce qu'elles sont tout simplement plus anciennes. D'où viennent-elles? Alors c'est vrai que dans les maladies infectieuses dites émergentes, c'est-à-dire qui sont apparues, il y a de nombreuses maladies qui, à l'origine, proviennent de ce que l'on appelle un réservoir, dans lequel on trouve les pathogènes, les agents de la maladie. Et donc ces maladies infectieuses qui proviennent d'un animal, on les appelle des zoonoses. Une définition qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il s'agit d'une maladie, d'une infection qui est naturellement transmissible des animaux à l'homme. Alors c'est vrai qu'on est frappé par l'émergence de certaines de ces maladies et on les associe souvent à des situations assez différentes. Par exemple, la rougeole, on la voit comme une maladie des enfants, souvent bénigne. La grippe, c'est une maladie qu'on voit saisonnière, mais on sait qu'elle peut être assez mauvaise. Bien sûr, si on parle de la peste, on pense tout de suite à une maladie qui date de plusieurs siècles et qui était transmise via les rats et les puces qui piquaient les rats et les humains. Si on parle du sida, on sait que c'est une maladie qui est apparue relativement récemment et qui est transmissible sexuellement. Si on parle d'Ebola, on pense tout de suite à une maladie très virulente en Afrique. Et puis enfin, on peut aussi parler du SRAS, dont on sait qu'il était lié au trafic d'animaux en Chine. Eh bien, toutes ces maladies, à l'origine, ont été transmises depuis des animaux et ce sont donc des zoonoses. Et en fait, si on fait le compte parmi toutes les maladies humaines existantes, on se rend compte que plus de la moitié des maladies infectieuses humaines sont des zoonoses, comme la peste, la rage, la rougeole, les grippes, le sida, Ebola, SRAS et bien sûr la Covid-19. Alors de quels animaux ces maladies proviennent-elles? Eh bien, les réservoirs d'origine des pathogènes pouvaient être des rongeurs, des chiens, des bovins, des primates, des chauves-souris, voire des poulets. Vous le savez sans doute, on parle de grippe aviaire. On sait que le SRAS, dans le SRAS à l'origine étaient impliqués les chauves-souris, et puis on parle de peste, et là on pense tout de suite aux rats et aux puces, et le sida en fait était une maladie à l'origine présente chez d'autres primates qui nous l'ont transmis.
Alors les agents pathogènes, les microbes autrement dit, qui nous rendent malades dans le cadre de ces maladies émergentes sont de plusieurs natures. Il y a les virus, bien sûr. Un virus, c'est très simple, c'est un support de l'hérédité, une petite molécule d'ADN ou d'ARN, et puis quelques protéines autour. C'est une sorte de parasite qui parasite nos cellules, comme le coronavirus, le SARS-CoV-2. Des bactéries. Alors les bactéries, ce sont des petits êtres unicellulaires, donc beaucoup plus compliqués qu'un virus, mais prokaryotes. Donc leurs cellules ne ressemblent pas trop aux cellules comme les nôtres. Et enfin, on trouve une troisième sorte d'agents pathogènes, des protozoaires, qui eux sont des êtres également unicellulaires, mais qui nous sont plus apparentés, qu'on appelle les eucaryotes, dans les cellules desquelles, en fait, les structures ressemblent beaucoup à celles des mammifères ou des humains. Un schéma général pour les zoonoses, c'est qu'on part d'un réservoir animal, ici par exemple un rongeur ou une chauve-souris, qui peut directement transmettre son agent infectieux à des humains. Alors, les flèches représentent soit des contaminations, on est en contact avec un animal et on absorbe son agent pathogène, un virus, une bactérie, un protozoaire, ou les flèches peuvent représenter aussi des phénomènes d'évolution. Quelquefois, il y a des agents pathogènes qui ne peuvent pas passer directement d'un animal à l'homme et qui ont besoin d'évoluer. Donc la structure de leur hérédité, de leur support d'hérédité, ADN ou ARN va évoluer. Il va y avoir des phénomènes divers et variés qui vont permettre finalement, au cours d'une certaine succession de générations, que cet agent pathogène finisse par être adapté à l'espèce humaine et puisse nous rendre malades. Il y a un autre phénomène qui se passe également très souvent chez d'autres maladies émergentes, c'est qu'on ne passe pas directement d'un réservoir à l'homme, mais on fait un détour par ce que l'on appelle un hôte intermédiaire. Alors cet hôte intermédiaire, dans l'histoire des maladies infectieuses récentes, c'est souvent un animal qui, par hasard, a une structure de ses cellules relativement ressemblante aux nôtres, même s'il n'est pas nécessairement très proche parent. On trouve par exemple des petits carnivores ou des cochons qui ont à la surface de leurs cellules certaines molécules qui ressemblent aux nôtres. Et donc ça permet par exemple au virus de s'accrocher plus facilement à la fois aux cellules par exemple du cochon et aux cellules de l'humain. Donc si ces réservoirs animaux ont été en contact avec ce type d'hôtes intermédiaires pendant de nombreuses générations, finalement, ces hôtes intermédiaires rendent compatibles les agents pathogènes au final avec l'homme. Alors, ce type de situation-là suppose quelquefois aussi qu'il y ait un vecteur, donc un insecte ou un acarien, qui transmettent l'agent pathogène de l'animal à l'hôte intermédiaire ou de l'hôte intermédiaire à l'homme. Quelquefois, il ne s'agit pas de contamination aérienne ou par contact, mais il s'agit d'un petit animal intermédiaire qui, par sa piqûre, va nous transmettre l'agent pathogène. Et comme je viens de le dire, donc il ne s'agit pas seulement d'être contaminé, de se salir au contact d'un animal, c'est aussi, ça suppose souvent une évolution, un épisode d'évolution. Et cet épisode d'évolution peut se faire par sélection, c'est-à-dire que les virus varient énormément. Si vous avez des virus ou des bactéries dans votre corps, vous en avez des millions ou des milliards, ils se multiplient et à chaque épisode de multiplication, ils peuvent faire des erreurs de copie du support de leur hérédité et les différents variants génétiques qui ressortent de ces épisodes peuvent être plus ou moins aptes à rentrer dans les cellules humaines et donc devenir de plus en plus infectieux pour l'espèce humaine. Il y a un autre type de phénomène qu'on appelle la recombinaison, qui est assez différent. Quand on a par exemple deux virus un peu différents dans une même cellule, ces deux virus peuvent
combiner leur ADN ou leur ARN, un peu comme on ferait un patchwork ou un puzzle. Et la combinaison de ces deux virus peut se révéler au final plus capable d'être infectieuse. Donc c'est un mécanisme là qui est propre au virus, et on va le voir, qui a joué un certain rôle dans l'émergence de la Covid-19. Alors, il y a bien sûr de nombreuses zoonoses qui sont très anciennes, hein, qui sont liées à la sédentarisation de l'homme, à la domestication et à l'élevage notamment, hein, quand il s'est développé durant la préhistoire. Dès que l'homme a été capable de fidéliser, de domestiquer, d'élever des bovins, des cochons, des poules, il a bien sûr été en contact étroit avec ces animaux et il a acquis certains de leurs agents pathogènes. Il a ainsi développé des maladies particulières. C'est pas seulement vrai avec les animaux domestiques, mais également avec les animaux commensaux, les chiens, les chats, les rongeurs. Vous savez que ces animaux commensaux, à l'origine, n'étaient pas forcément toujours proches de l'homme, mais ils s'en sont rapprochés au fur et à mesure de la sédentarisation. Et de la même manière, il y a des agents pathogènes qui ont été humanisés et qui sont devenus infectieux pour l'homme. Mais ça, c'est un phénomène historique très ancien. Et ce qui est frappant, c'est que la quantité de zoonoses augmente fortement depuis 1940. Vous voyez ici ces graphiques ici, dont la partie droite plus récente monte en flèche. Ça montre tout simplement que le nombre d'émergences de maladies, le nombre d'épidémies, même en tenant compte de nos capacités évidemment supérieures à les détecter aujourd'hui, le nombre de ces événements a augmenté de manière considérable depuis la moitié du XXe siècle. Alors pourquoi? C'est une question importante, bien sûr. Et la réponse, elle est déjà connue et elle n'est pas propre à la Covid-19. C'est une réponse, vous voyez, qui était déjà exprimée en 2019 quand la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité, l'IPBES, hein, qui est l'équivalent du GIEC, de l'IPCC pour le climat, s'est réunie à Paris pour donner un diagnostic sur l'état de la biodiversité dans le monde. Elle a précisé que les maladies infectieuses émergentes, en fait, peuvent être exacerbées par les activités humaines telles que le défrichement et la fragmentation de l'habitat. Et même avant, dès 2007, on trouve des publications de synthèse qui portaient sur le premier SRAS et qui précisaient que la présence d'un réservoir important de virus de type SARS-CoV dans les chauves-souris, combiné avec l'élevage pour la consommation des mammifères exotiques dans le sud de la Chine, est une bombe à retardement. Donc vous voyez, ça ce sont deux mentions récentes, mais les écologues et les biologistes des maladies savent depuis pas mal d'années qu'il y a des comportements humains qui provoquent l'émergence de maladies supplémentaires. À tel point que l'Organisation mondiale de la santé a créé un programme international qui s'appelle One Health, ou Une Santé en français, et qui montre à travers son logo, son graphique, que notre santé, la santé humaine, le cercle violet, en fait, dépend de la santé de l'environnement et dépend de la santé animale. Bien sûr, en tant qu'espèce humaine, nous ne sommes pas isolés, hein, nous sommes en contact avec un environnement dans lequel il y a des animaux, des organismes variés, dont plusieurs en plus sont domestiqués, donc sont en contact permanent avec nous. Et donc nous devons faire attention aux agents pathogènes qui peuvent être transmis par ces animaux. Nous devons aussi faire attention à la qualité de nos aliments de manière qu'ils soient contrôlés au plan sanitaire. Hein. Si vous mangez une viande qui est parasitée et que cette viande n'est pas cuite correctement ou n'est pas contrôlée au plan sanitaire, vous pouvez acquérir l'agent pathogène, le parasite qui parasitait l'animal dont vous consommez la viande. Et puis enfin, un des trois grands principes du programme Une Santé, c'est de ne pas susciter d'antibiorésistance. Vous le savez, si on traite de manière maladroite avec des antibiotiques, on peut tout simplement sélectionner des bactéries qui deviennent résistantes à ces antibiotiques et on court de grands risques
de ne plus être capable de traiter telle ou telle maladie. Alors, qu'est-ce qui, dans l'état de l'environnement, peut susciter l'émergence de maladies? Dans le bilan qui a été présenté par l'IPBES, il y a plusieurs aspects qui sont très importants. Premier aspect, le changement d'usage des terres ou des mers. Vous le savez, il y a des millions d'hectares de forêts tropicales qui ont été perdus, l'équivalent de plusieurs fois la surface de grands pays européens qui ont totalement disparu. Les zones humides ont été réduites également aux 3/4 depuis l'époque industrielle. Et puis, on extrait énormément, on exploite énormément de bois, de forêts, d'animaux, en les sortant de leur milieu naturel. Et enfin, nous sommes aussi dans une période de changement climatique. Et on va voir que ces différents aspects ont des conséquences sur l'émergence des zoonoses. Alors déjà, quand on déforeste, quand on coupe une forêt, en règle générale, on ne la coupe pas complètement. En règle générale, on morcelle, on fragmente cette forêt. Vous voyez ici une figure d'une carte, une photographie aérienne d'une forêt morcelée en Afrique de l'Ouest. La forêt, ce sont les petits morceaux verts ici que vous voyez au milieu d'une matrice déforestée jaune. Et quand on crée ce type de mosaïque, on augmente de manière énorme la surface d'échange entre la forêt et les habitats humains, ce qui permet beaucoup plus de braconnage, beaucoup plus d'habitats humains pionniers au sein de la forêt. Puis d'autre part, quand on crée cette mosaïque, on pose aussi un problème pour les animaux qui sont dans la forêt et qui sont des réservoirs de pathogènes naturels. On leur permet d'aller en dehors de la forêt pour chercher de la nourriture. On connaît tous le cas, par exemple, des cervidés ou des sangliers qui sortent de la forêt pour venir manger dans les champs des agriculteurs qui sont à côté. C'est la même chose dans une forêt tropicale qui est fragmentée. Et souvent, ces animaux qui vivent dans des forêts fragmentées ont également des états de santé moins bons et ont une charge pathogène plus forte. Un exemple très clair avec la maladie Ebola. En Afrique de l'Ouest, il y a des études qui ont montré que dès que l'on a des forêts qui ont été coupées ou fragmentées récemment, des populations de chauves-souris qui sont péridomestiques, et puis des installations humaines avec une certaine densité de population, des villages par exemple assez importants, on a les conditions idéales pour une épidémie Ebola. Tout simplement parce que les populations humaines importantes viennent au contact des forêts et des chauves-souris, et le virus Ebola est transmis à ces populations et provoque des épidémies. Donc c'est une relation statistique qui a été très bien décrite depuis quelques années maintenant. On sait comment et où se produisent des épidémies de cette manière-là avec le virus Ebola. Un autre exemple dont on entend souvent parler également, une maladie assez grave et assez ennuyeuse qui s'appelle la maladie de Chagas, qui sévit en Amérique du Sud et qui est causée par un protozoaire cette fois-ci. Protozoaire se trouve à l'état naturel dans des mammifères comme les opossums ou les tatous. Et ces opossums et ces tatous sont piqués par des punaises, des insectes qui se nourrissent du sang, hématophages. Et si les habitations humaines se rapprochent de ces milieux forestiers, se trouvent en contact avec ces animaux et la punaise hématophage, de la même manière, la maladie de Chagas peut être transmise aux humains de manière particulièrement importante. Donc plus il y a de défrichement de forêt, plus il y a de fragmentation, plus il y a d'habitations qui se rapprochent de ces fragments forestiers, plus les opportunités pour développer ces maladies se multiplient. Encore un autre exemple, cette fois-ci, avec le virus Nipah en Malaisie. Le virus Nipah, en fait, se trouvait à l'origine dans des grosses chauves-souris frugivores. Et ces chauves-souris frugivores venaient se nourrir dans des arbres fruitiers qui se trouvent dans des petites fermes sous lesquelles on laissait des élevages de cochons, de porcs. Donc les chauves-souris laissaient tomber leurs crottes sur les fruits et souillaient les fruits que les cochons mangeaient. Et ensuite, les cochons transmettent ce virus
qui a évolué, qui est devenu plus compatible avec l'espèce humaine, à l'espèce humaine, en provoquant une fièvre cérébrale assez grave. Donc là, on a même combinaison d'un contact avec les animaux sauvages qui est accéléré, augmenté par la combinaison avec un animal domestique d'élevage. Un autre exemple aussi dont on entend beaucoup parler aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord, c'est la maladie de Lyme ou de Lyme. C'est une maladie qui est causée par une bactérie Borrelia que l'on trouve à l'intérieur des petits mammifères comme les rongeurs ou les cervidés. On voit ici le cycle de cette maladie qui passe successivement via les piqûres d'acariens, de tiques, qui passent successivement du rongeur au cervidé, puis au rongeur à nouveau, et via la tique qui pique ces deux mammifères, peut passer également à l'homme. Alors le souci, c'est quand il y a trop de rongeurs, trop de cervidés, et il y en a trop en particulier quand on supprime les prédateurs naturels de ces rongeurs. Alors en France, par exemple, et d'une manière générale en Europe, on tue beaucoup trop de petits prédateurs, notamment de renards, pour des raisons qui ne sont pas rationnelles, et on favorise le développement des rongeurs qui transmettent d'autant mieux la bactérie. De la même manière, on multiplie pour la chasse le nombre de cervidés et on augmente le réservoir de la bactérie Borrelia de cette manière-là. De surcroît, il y a même des écureuils ou des petits rongeurs exotiques qui ont été introduits dans certaines forêts et qui sont encore à même plus de transmettre cette bactérie aux humains. Donc là, on le voit, c'est aussi une très mauvaise gestion des espèces animales sauvages ou récréatives qui amènent à développer également ces maladies, y compris en Europe, dans un pays tempéré. Les maladies émergentes ne sont pas des maladies tropicales, il y a des agents pathogènes dans un grand nombre de régions dans le monde. Alors, quand on constate ces problèmes avec des passages d'agents pathogènes des animaux aux humains, on pourrait tenter de penser que la solution réside dans la suppression des réservoirs. On va tuer les animaux qui contiennent ces pathogènes et on pense supprimer le problème. C'est une fausse bonne idée. En fait, c'est une très mauvaise idée. D'abord, il est quasiment impossible de supprimer complètement une espèce animale. Il y a souvent des dommages collatéraux très graves qui peuvent se produire. On va en fait casser des réseaux alimentaires et provoquer d'autres problèmes. Et puis bien sûr, ce n'est pas très éthique de supprimer une espèce animale simplement parce qu'elle contient un agent pathogène. Deuxième fausse bonne idée, c'est de diminuer les populations de ces animaux réservoirs qui contiennent des agents pathogènes. D'abord, c'est difficile. Très souvent, quand on cherche à diminuer ces populations, on crée des effets contradictoires. Si on enlève des individus d'animaux dans une surface donnée, on va provoquer un afflux depuis des zones voisines et on va généralement provoquer une croissance démographique de l'animal et des comportements qui favorisent la transmission des maladies. Et puis, troisième fausse bonne idée, souvent, c'est de considérer qu'il faut se protéger et tout mettre sous une barrière. C'est le cas, par exemple, des élevages. Aujourd'hui, les recommandations sanitaires européennes, par exemple, prescrivent de garder les animaux d'élevage, comme les poulets ou les cochons, entièrement enfermés, ce qui n'est pas une solution optimale. Les densités sont trop élevées, les populations de ces animaux sont trop semblables génétiquement, et il suffit qu'il y ait une seule introduction d'un agent pathogène dans ces grands élevages pour avoir une épidémie majeure, comme c'est le cas actuellement. En Europe, il y a actuellement des épidémies de peste porcine ou de grippe aviaire qui provoquent des centaines de milliers de morts d'animaux. Le gros problème aussi, c'est de favoriser les circuits longs, aussi bien pour ces animaux que pour la nourriture de ces animaux, et donc de transmettre les pathogènes de pays à pays, en transportant les animaux et leur nourriture.
Et bien sûr, l'élevage est une activité humaine qui est très impactante pour l'émergence des maladies. On vient de le voir, les animaux d'élevage sont impliqués dans des transmissions d'agents pathogènes. Et il faut savoir que dans le monde, maintenant, la masse des animaux d'élevage dépasse de très loin la masse des animaux sauvages. Et la production animale a été multipliée de manière extraordinaire durant les dernières décennies, bien plus qu'il n'est nécessaire pour nourrir les 8 milliards d'êtres humains. Donc c'est un problème complexe, il n'y a pas de solution optimale. Les petits élevages peuvent être proches des habitats naturels et être contaminés, mais s'il n'y a pas de transport d'animaux et si la production reste locale, c'est encore la meilleure solution. Les grands élevages, comme on vient de le voir, peuvent être rendus étanches, fermés, mais malgré tout, ils restent trop homogènes génétiquement, les densités d'animaux sont trop élevées quand on a des centaines ou des milliers de vaches, de cochons, de poulets dans un espace très petit. La contamination est immédiate si jamais il y a une maladie qui apparaît. Et puis, trop de circuits longs, trop de commerce international sur ces animaux, y compris pour la nourriture, avec tous les problèmes de déforestation que cela suppose. Quand on cultive du soja ou d'autres nourritures riches en protéines, bien sûr, on va causer des dégradations dans le milieu naturel, des déforestations qui peuvent elles-mêmes entraîner l'apparition de maladies émergentes. Une autre activité humaine qui est impactante, on vient de le voir, ce sont les transports. Parce que les maladies se répandent soit avec le transport des réservoirs, soit avec le transport des vecteurs ou le transport des humains malades. Les réservoirs, ça peut être les rongeurs qui se transportent avec nous, ça peut être les moustiques qui, vous le savez, ont envahi, il y a plusieurs espèces de moustiques vecteurs de maladies virales graves aujourd'hui qui ont envahi la Terre entière dans les dernières décennies. Et puis les humains malades, on l'a vu récemment avec la Covid-19, en quelques heures, une personne peut traverser le monde en prenant l'avion et apporter le virus dans une population immédiatement. Or, les transports aériens ont été multipliés par 10 en 50 ans, donc c'est une croissance colossale, et encore ces dernières années, la croissance a encore augmenté, comme on peut le voir sur ce graphique. Alors bien sûr, il y a des transports et des voyages qui sont indispensables, mais il y en a énormément qui sont complètement absurdes. Vous le savez tous, aujourd'hui, il y a beaucoup de biens commerciaux, de production, par exemple des vêtements, qui font plusieurs fois le tour de la Terre avant d'être finalisés et de pouvoir être consommés. Donc ça, bien évidemment, on n'a pas besoin d'acheter un vêtement qui a fait 3 fois le tour de la Terre, et on n'a pas besoin d'acheter un fruit ou un animal qui vient de l'autre hémisphère parce qu'il est cultivé pendant une autre saison. Ce type de transport est un vrai problème et n'est pas justifié par la croissance de la population humaine. Une autre activité humaine qui est également très importante, ce sont les trafics d'animaux. Là, on vient de parler auparavant d'activités qui sont parfaitement légales et qui font partie de la vie quotidienne. Les trafics d'animaux, il s'agit d'activités complètement illégales. Malheureusement, en fait, elles ont une importance considérable, ces activités de trafic, et ça occasionne bien sûr des contacts qui ne sont pas du tout vérifiés au plan sanitaire entre les animaux et les humains. Ça peut être pour l'alimentation avec des viandes exotiques, ça peut être pour des questions de médecine traditionnelle naïve, comme on l'a vu avec le pangolin par exemple, ou ça peut être tout simplement pour des animaux de collection ou domestiques, comme par exemple avec les perroquets ou certains félins. Alors il faut le savoir, aujourd'hui il y a plus de 500 millions d'animaux par an qui font l'objet d'un trafic illégal. Ça représente un marché de 14,5 milliards d'euros. C'est le 3e marché illégal international après la drogue et la prostitution. Donc on ne se rend vraiment pas compte
de l'importance colossale que ça peut avoir. Ici, je vous ai mis un petit graphique tiré d'une publication scientifique qui montre les réseaux d'interaction. Vous voyez, toutes ces lignes colorées montrent les réseaux d'interaction qu'il y a entre les différents pays du monde pour les trafics animaux. C'est absolument inimaginable en termes d'ampleur et d'intensité. Et bien sûr, ces trafics sont aussi liés à la déforestation, puisque pour qu'on puisse se procurer ces animaux dans des milieux naturels, il faut pouvoir y avoir accès. Donc, il faut qu'il y ait des routes, qu'il y ait des trous dans la forêt pour pouvoir accéder à des endroits où ces animaux existent encore. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait des transports pour amener ces animaux dans nos zones d'habitation. Alors maintenant, si l'on parle de la Covid-19, après ce tableau général sur les maladies zoonotiques infectieuses, la Covid-19, elle est causée, comme vous le savez, par un coronavirus, le SARS-CoV-2, et il s'attaque à nos voies respiratoires. Il provoque une sorte de pneumonie, mais on sait qu'il est présent aussi chez quelques animaux, hein, on le sait, on l'a vu, il est capable d'être transmis à des animaux dans des zoos, dans des élevages, et en particulier récemment, on s'est aperçu qu'il est capable d'être transmis dans des élevages de petits carnivores comme les visons qui sont élevés pour la fourrure dans beaucoup de pays du monde. Alors, quels sont les virus apparentés que l'on trouve dans des animaux sauvages et donc qui pourraient être les virus qui ont permis l'émergence de la maladie? Alors, les virus, on les a trouvés uniquement chez les chauves-souris, chez les pangolins, et on ne sait pas vraiment s'ils existent chez d'autres carnivores sauvages. Donc, ce que l'on présume savoir à ce jour à propos du Covid-19, ce sont des hypothèses, bien sûr, puisque les données sont encore insuffisantes. Mais quand on regarde la structure du support de l'hérédité du SARS-CoV-2, le SARS-CoV-2, c'est un petit virus dont le support de l'hérédité est une molécule qu'on appelle l'ARN. Et c'est une petite molécule qui contient 35 000 paires de bases, les briques élémentaires qui composent l'ADN ou l'ARN. Donc c'est un petit virus. Et quand on regarde ce petit virus, on s'aperçoit que c'est un patchwork entre des virus qui proviennent de chauves-souris rhinolophes. C'est des petites chauves-souris insectivores qu'on trouve, qui vivent dans des arbres crus ou dans des grottes et qui viennent manger les insectes la nuit, y compris autour des habitations humaines. Et puis, c'est un patchwork avec des morceaux de virus qu'on trouve également dans le pangolin malais, qui est un pangolin qui a été énormément braconné et trafiqué en Asie du Sud-Est et en Chine. Et donc, vraisemblablement, ce qui a pu se passer, c'est que les chauves-souris ont été en contact avec les pangolins ou avec des carnivores, et l'ensemble a pu être en contact également lors de trafics dans des entrepôts d'animaux trafiqués. Et il s'est avéré probablement qu'à un certain moment, certains de ces animaux ont eu dans leurs cellules des virus de chauve-souris, des virus de pangolins ou de carnivores, et que ces virus ont recombiné en provoquant cette espèce de caractère composite du virus, et en acquérant malheureusement de cette manière une capacité à rentrer dans les cellules humaines, parce que pour rentrer dans la cellule humaine, il faut que le virus puisse s'accrocher sur la paroi, qu'il trouve une protéine qui lui permette de s'accrocher, et apparemment la protéine qui lui permet de s'accrocher, en fait, est semblable chez le pangolin et chez l'homme. Et donc c'est cette recombinaison qui a permis, qui s'est passée probablement aux confins de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, qui a permis à ce virus d'apparaître. Alors, ce qui est compatible avec cette hypothèse, c'est que quand on fait une cartographie des zones à risque dans le monde, on se rend compte qu'une des zones à risque se trouve effectivement en Asie du Sud-Est tropicale. Ce sont des zones qui sont riches, qui sont perturbées et qui sont peuplées en humains, donc riches de biodiversité, également riches de pathogènes, perturbées, donc on voit des forêts, par exemple ici dans le Yunnan en Chine, qui en l'espace de 20 ans ont perdu la moitié de leur surface, ont été complètement fragmentées, et peuplées en humains qui trafiquent notamment des animaux sauvages comme le pangolin. Et donc l'ensemble de ces trois phénomènes, en fait, ont probablement provoqué l'opportunité pour l'apparition de cette maladie.
Et ce n'est pas quelque chose de très imprévu, puisque, je vous l'ai dit au départ, il y avait des publications scientifiques qui analysaient la question du SRAS il y a quelques années, et qui avaient montré que ce type de situation, vraisemblablement, allait se reproduire. Malheureusement, c'est ce qui était appelé à l'époque par les auteurs une bombe à retardement, et il s'avère qu'aujourd'hui, cette bombe à retardement a explosé avec le SARS-CoV-2 et la COVID-19. Alors, je vous ai présenté un scénario avec des hypothèses qui sont généralement admises, mais il y a d'autres questions qui se posent actuellement. On ne sait pas s'il n'y a pas eu d'autres hôtes intermédiaires que le pangolin, et peut-être il y a eu des carnivores, notamment des civettes qui sont élevés en captivité, des chiens vivérins ou des visons élevés également. Mais on n'a pas beaucoup de données sur les pathogènes qui sont hébergés par ces animaux réservoirs. Et puis, il y a une question qui reste étonnante, c'est la distance qu'il y a entre les zones d'endémisme de ces réservoirs et de leurs pathogènes, et puis la zone d'émergence de Wuhan, en Chine, de la maladie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on connaît encore peu de choses, et cette maladie a pu commencer à se développer déjà il y a pas mal de temps. Les premiers virus identifiés chez les pangolins, qui sont parents du SARS-CoV-2, ont été trouvés en 2017, c'est-à-dire il y a presque 3 ans maintenant, ce qui veut dire probablement que les phénomènes de récombinaison virale qui sont arrivés ne sont pas arrivés à l'automne 2019, pardon, comme on pourrait le penser, mais pourraient même être arrivés auparavant et avoir circulé sans qu'on s'en rende compte. Une autre hypothèse possible, bien sûr, c'est l'hypothèse que des scientifiques qui étudient les virus aient été impliqués dans la dispersion de cette maladie. C'est une hypothèse, bien sûr, qui a donné lieu à des théories un peu complotistes, mais néanmoins, il n'est pas impossible, et c'est déjà arrivé, que des virus s'échappent de laboratoires, même si ce ne sont pas des laboratoires P4, des laboratoires où la sécurité est moindre, mais pour le moment, aucun élément probant n'est connu à cet égard, et en aucun cas les virus en question, de toute façon, sont artificiels. Ce sont des virus qui, de fait de leur structure, sont bien naturels. Alors récemment, on a entendu aussi des hypothèses supplémentaires qui disqualifiaient le pangolin comme un hôte intermédiaire et qui prétendaient que le vison, le petit carnivore ici qu'on élève pour sa fourrure très précieuse, était un hôte intermédiaire plus crédible que le pangolin. En fait, les deux hypothèses ne sont pas contradictoires et c'est une erreur scientifique de penser qu'il faut que le pangolin ne soit pas concerné pour que le vison puisse l'être comme un autre intermédiaire. En fait, les pangolins hébergent bien des virus apparentés et ont pu être à l'origine de cette recombinaison virale, comme le montre la structure de ces virus. Par contre, pour le moment, on n'a aucune donnée sur le fait que les visons abritent des virus ancestraux à SARS-CoV-2. Aujourd'hui, on trouve le SARS-CoV-2 chez les visons, dans les élevages de visons, les élevages de carnivores, comme chez l'homme, mais c'est le même virus et les visons ont tout simplement pu participer à l'amplification de l'épidémie. Ici, si on complète ce petit schéma qui permet de comprendre l'apparition du virus, on peut fort bien faire l'hypothèse, effectivement, que les élevages de visons, qui sont très présents en Chine, aient pu augmenter la taille de la population de virus et fournir d'autres opportunités pour une transmission à l'homme. Mais en aucun cas, vraisemblablement, jusqu'à présent, on a d'indications qui montrent qu'il existe des coronavirus ancestraux chez le vison, qui n'est pas à proprement parler un hôte intermédiaire. Vous le voyez, dans tous ces scénarios, il reste beaucoup de questions, et tout simplement parce que la biodiversité n'est pas bien connue. On connaît 2 millions d'espèces d'organismes vivants sur Terre, alors qu'il en existe vraisemblablement plus de 10 millions.
En fait, on a des estimations statistiques qui sont avérées chaque année de plus en plus crédibles sur ce nombre total d'organismes. Et chaque année, on décrit de nouvelles espèces de chauves-souris ou de nouvelles espèces de virus. Alors, les espèces de chauves-souris, on en décrit 1 ou 2 dizaines par an, et les espèces de virus, on en décrit des milliers chaque année. Et donc, évidemment, quand il apparaît une nouvelle maladie émergente suite à des événements malheureux comme ceux qui se sont passés en Chine, on est placé devant des situations dans lesquelles il existe encore beaucoup de points d'interrogation qui sont tout simplement liés à notre manque de connaissances sur la biodiversité. Donc en perspective maintenant, et un peu en manière de conclusion, bien sûr, l'idée c'est de ne pas reproduire ce type de problème. Et donc comment peut-on diminuer les risques? Il faut comprendre que la différence entre un danger et un risque, la biodiversité peut être dangereuse, mais l'important, c'est de ne pas créer de risques. Que les chauves-souris, les pangolins contiennent des virus, en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si on se place dans des situations où on force ces virus à recombiner et à devenir infectieux pour l'homme. Et donc, l'idée, c'est de garder cette stratégie une santé, One Health, et de bien traiter les écosystèmes et les animaux. Et c'est une stratégie, comme on dit, gagnant-gagnant. On a non seulement des écosystèmes qui sont beaucoup plus hospitaliers pour l'homme et nous fournissent des services, mais en même temps, on ne provoque pas l'émergence de maladies. Il y a un certain nombre de mesures plus détaillées à prendre. Diminuer les surfaces de contact entre les forêts et les lieux de vie humains. Donc, arrêter la déforestation. Mieux gérer les populations de réservoirs, ce qui veut dire ne pas les détruire systématiquement, ce qui ne marche pas, ni les laisser se développer en contact avec les populations humaines. De manière très simple, éradiquer les trafics d'animaux. Les trafics n'ont absolument aucune légitimité et ils sont particulièrement dangereux. Il faut aussi produire mieux et produire moins d'animaux d'élevage. Il est évident qu'une partie de la population humaine dans le monde qui est riche consomme beaucoup trop de viande, au-delà des besoins pour le plaisir ou pour la santé. Et cette production de viande d'élevage qui a quintuplé depuis quelque temps, en fait, provoque des désordres environnementaux considérables et des risques d'émergence de maladies supplémentaires. Et puis, bien sûr, favoriser les circuits courts. Nous avons tous intérêt à consommer des produits qui ne font pas plusieurs fois le tour de la Terre pour être fabriqués en occasionnant des déplacements d'espèces et d'agents pathogènes. Alors, merci pour votre attention et en conclusion, je laisse présent sur cet écran quelques lectures possibles, quelques livres qui sont parus, notamment d'un auteur français, Serge Morand, ou d'une journaliste, Lucille Leclerc, et puis un ouvrage célèbre qui a été écrit en anglais à l'origine et qui a été traduit en français. En anglais, le titre était Spillover, et en français, c'est Le Grand Saut, qui explique comment on peut avoir des agents pathogènes qui changent d'espèce. Puis enfin, si vous voulez avoir des informations plus techniques, il faut signaler qu'il y a eu 2 expertises collégiales sur l'origine des maladies émergentes à réservoirs animaux et notamment la Covid-19, une réalisée en France à laquelle j'avais participé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et une internationale qui s'est tenue en juillet avec la plateforme IPBES. Toutes les 2 ont des conclusions qui rejoignent ce que je vous ai présenté ce soir et les documents sont présents en accès libre sur le web. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je serai bien sûr très heureux de répondre aux questions que vous auriez envie de poser. Alors, merci beaucoup. J'ai une première question donc de Roberto qui nous demande. Alors, j'ai un petit souci avec mon ordinateur qui me voilà, mais ça va arriver. Mais qui nous demande en fin de compte. Qu'est-ce qu'il est possible en fait de faire pour reculer, c'est un petit peu votre conclusion, pour reculer ce risque en fait de contamination? Oui, alors de manière générale,
il faut vraiment essayer d'avoir les mesures que j'ai mentionnées, hein, diminuer la déforestation, diminuer les trafics animaux, essayer de produire de la viande de consommation de manière plus raisonnable, et puis aussi essayer, si possible, de produire des biens de consommation de manière plus locale. Donc, ce sont des grandes recommandations générales qui sont difficiles à suivre, bien sûr, hein, mais qui sont vraiment cruciales. Alors, c'est une question de moi, mais j'avais entendu parler de ces animaux qu'on peut retrouver, par exemple, dans les glaces, enfin, comme des mammouths, etc. Et le fait que il y aurait des virus qui auraient pu en fait avoir au moment de leur mort et qui pourraient, avec la fonte en fait des glaces, etc., transmettre éventuellement à l'homme. Oui, effectivement. Oui, c'est un gros problème aussi avec le réchauffement climatique. Je l'ai pas trop abordé mais c'est vrai que le changement climatique est également une source de changement d'air de répartition d'un certain nombre d'organismes, hein, et donc qui peuvent, comme par exemple les moustiques, qui peuvent donc de fait venir nous trouver dans des zones où ils n'existaient pas avant et puis nous transmettre des maladies. Alors c'est vrai aussi pour le réchauffement aux latitudes très hautes, et là des sols du type permafrost, hein, qui sont en théorie gelés en permanence à une certaine profondeur, commencent à se dégeler de plus en plus, et il y a déjà un certain nombre de problèmes de santé qui sont apparus, par exemple dans certaines zones de l'hémisphère nord, à très haute latitude, il y a des cas d'anthrax préhistoriques qui sont réapparus. C'est-à-dire que certains de ces agents infectieux qui se trouvent dans le sol, dans des animaux qui sont congelés, ont été transmis à des personnes qui vivaient dans ces régions. Donc c'est effectivement un problème supplémentaire qui risque d'arriver dans les années à venir. Alors, une autre question donc de Robert de République tchèque. Quel est votre point de vue sur la comparaison entre Covid-19 et grippe? Alors, en fait, c'est vrai que ça a été beaucoup dit par certains responsables, hein. Est-ce que c'est plus ou moins important qu'une grippe? Très clairement, les épidémies de grippe récentes sont beaucoup moins graves en termes de virulence que la Covid-19. On le sait depuis pratiquement le début de la pandémie, hein. Le taux de mortalité chez les personnes malades de la grippe est bien plus faible que le taux de mortalité, malheureusement, chez les personnes malades de la Covid-19. Bien sûr, il y a eu des grippes par le passé, comme la fameuse grippe espagnole, qui était extrêmement virulente et très grave. C'était lié aussi à des circonstances particulières, hein. La grippe espagnole s'est produite au moment de la Première Guerre mondiale. Elle a été transportée de la Chine vers les États-Unis par des transports de troupes. Elle a acquis une virulence considérable aux États-Unis. Et puis, les troupes nord-américaines, en venant se battre en Europe, ont amené la grippe au contact des populations, dans un contexte où, bien sûr, la guerre avait rendu beaucoup de personnes en mauvaise santé, avait tué beaucoup de médecins, avait désorganisé les systèmes hospitaliers, et à une période, bien sûr, où la médecine était beaucoup moins élaborée. Donc, c'est un épisode très particulier. Aujourd'hui, les épidémies de grippe sont beaucoup moins graves que la Covid-19. Alors, une autre question de Salma qui nous vient donc d'Égypte. En ce qui concerne la situation en Afrique, est-ce que le continent n'est pas une terre promise pour le virus? C'est vrai, est-ce qu'il y a des continents plus ou moins propices pour… Oui. Alors, c'est très difficile, bien sûr, en fait, c'est très difficile d'avoir une image instantanée, vous voyez, de ce type de situation. Alors, tout simplement parce qu'une épidémie, c'est quelque chose qui se développe, hein, de manière démographique.
Donc le virus arrive dans un endroit, il se multiplie et puis il atteint de plus en plus de personnes. Donc c'est un phénomène progressif. Donc déjà, il ne faut pas le regarder au jour d'aujourd'hui, il faut le regarder par rapport à une certaine période de temps et voir, par exemple, s'il y a moins ou plus de personnes malades dans un endroit, c'est peut-être parce qu'on est plus tôt ou plus tard dans le phénomène. Il y a un deuxième élément aussi, on le sait tous maintenant, c'est que la Covid-19 frappe surtout les personnes âgées avec plus d'acuité. Donc quand il y a des pays qui ont une population beaucoup plus jeune, comme c'est le cas en Afrique, il y a des pays, par exemple en Afrique du Nord, qui ont une moyenne d'âge qui est pratiquement 2 fois inférieure à la moyenne d'âge dans des pays d'Europe du Nord. Bien sûr, là, la mortalité liée au virus sera beaucoup plus faible. Donc c'est un deuxième élément de résistance. Après, il y a d'autres éléments qui sont plus environnementaux. On l'a vu même en Europe du Nord, quand l'hiver est arrivé, on ferme les fenêtres, on ventile beaucoup moins, on est plus en promiscuité et le virus se transmet plus. Quand on vit dans un pays où le climat est plus favorable, on vit plus dehors, on laisse les pièces ventilées et on transmet moins le virus. Et puis enfin, il y a un élément qui est pour le moment beaucoup plus discuté et qu'on a beaucoup de mal à apprécier, c'est en fait la capacité de certaines populations, peut-être, mais c'est encore très hypothétique en Asie du Sud-Est, à avoir développé une sorte d'immunité naturelle parce qu'elles ont été confrontées dans un passé récent à des coronavirus apparentés. Et ça, c'est très hypothétique. Donc, effectivement, fort heureusement, il y a un certain nombre de pays dans lesquels, en fait, l'épidémie, finalement, a moins de gravité qu'on aurait pu le craindre au départ. C'est une cause de morbidité, hein, vous le savez, qui est liée à l'état sanitaire des populations. Quand on a des populations, par exemple, dans lesquelles le taux d'obésité ou de diabète ou de maladies dégénératives est important, c'est un facteur d'aggravation. Donc il y a certains pays dans le monde où il y a des problèmes alimentaires dans les grandes villes, où on mange mal, où on est en mauvaise santé. Et si en plus le système de santé local n'est pas performant, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont plus sujettes à cette maladie de manière grave. Alors, une autre question donc de Maria qui nous vient du Mexique. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les mutations en raison de l'interaction avec les humains? Oui, alors, effectivement, quand on parle, par exemple, actuellement, on entend beaucoup parler du variant anglais, du variant sud-africain. C'est une manière un peu bizarre de parler de l'évolution du virus pour un biologiste. Parce que, en fait, le virus, comme je vous l'ai dit, il comporte 35 000 bases dans son ARN. Donc, c'est un petit virus, hein, et évidemment, avec un génome beaucoup plus petit que celui d'un vertébré ou d'un mammifère comme l'être humain. Mais même s'il est petit, quand on est infecté, par exemple, par le SARS-CoV-2, on a des milliards de virus dans notre corps. Et rien que dans un seul corps humain d'une personne malade, il y a déjà des dizaines de milliers de mutations qui se produisent. Parce qu'à chaque fois que le virus est recopié par nos cellules humaines qu'il a parasitées, il y a des erreurs qui se produisent. Quand les erreurs sont fatales, le virus meurt et ne se reproduit pas. Quand les erreurs sont neutres, elles peuvent se reproduire, mais sans être particulièrement plus fréquentes. Et quand elles le favorisent un petit peu en matière, par exemple, de contagiosité, évidemment, là, elles auront tendance à être favorisées et à se répandre. C'est un peu de cette manière-là qu'on a vu que certaines mutations, par exemple, comme celle qui est apparue en Grande-Bretagne, semblent avoir permis une dispersion plus forte à l'intérieur des populations humaines. Mais cela dit, il y a en permanence des dizaines de mutations qui se produisent et les biologistes spécialistes de l'évolution ont pu retracer la manière dont les contaminations des différents pays se sont faites grâce à ces mutations. Donc il ne faut pas croire qu'il y a un seul variant, une seule variation. En permanence, le virus varie.
Et tout ce qu'on peut espérer jusqu'à présent, c'est que la virulence du virus n'augmente pas de manière importante, bien sûr, parce que là, il deviendrait plus dangereux. Et puis, on peut espérer aussi que les mutations ne concernent pas, en fait, les parties du virus qui sont utilisées dans la conception des vaccins. Parce que ça veut dire qu'il faut que les vaccins restent efficaces. Cela dit, avec la méthode de production des nouveaux vaccins dits à ARN, on peut raisonnablement, très rapidement, changer le vaccin pour qu'il devienne efficace à nouveau. Donc ça, c'est une chance extraordinaire, parce que par le passé, il fallait plusieurs années pour produire un vaccin, et là, si le vaccin n'était plus actif, on avait à nouveau plusieurs années à attendre avant d'être à nouveau protégé. Voilà. Donc là, on est dans une situation quand même bien moins mauvaise qu'on ne pourrait le craindre. Alors, une autre question d'Italie de la part de Justine. Diminuer la déforestation et la surproduction animale globalisée sont des objectifs souhaitables, mais pas forcément clairs aux yeux de responsables gouvernementaux. Alors, par exemple, la déforestation de la forêt en Amazonie. Alors, quid de la sensibilisation des gouvernants? Oui, c'est vrai que c'est un vrai souci. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et là, la Covid-19 a aidé fortement, hein. Alors, c'est malheureux qu'il ait fallu attendre une pandémie pour qu'il y ait cette prise de conscience. Mais je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, ça a provoqué un tel problème. On se rend compte que on ne peut pas continuer et faire comme si rien ne s'était passé. On est obligé d'en tenir compte. Le problème, si vous voulez, c'est aussi beaucoup le discours politique qui peut être pas totalement honnête, hein. On parle beaucoup, par exemple, effectivement, de la déforestation amazonienne, mais qui est principalement importée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est causée par les achats d'autres pays, hein, comme par exemple la France, qui achète du soja produit en Amérique du Sud. Alors, il n'est pas toujours produit sur des zones amazoniennes et pas toujours sur des zones déforestées, bien sûr, récemment, mais c'est un problème. Et puis d'un autre côté, on voit que dans des pays comme en Amérique du Nord ou en Europe, on n'est pas capable de gérer correctement les populations d'animaux qui sont réservoirs pour la maladie de Lyme. Également parce qu'on a un souci avec la gestion des milieux forestiers. Donc, vous voyez, c'est un problème vraiment général. C'est pas un problème culturel qui frapperait un pays ou un autre. C'est vraiment un problème général et je pense que c'est un problème de relation à la nature. Et le souci, c'est surtout que nos gouvernants ne sont pas vraiment compétents pour parler de ce genre de problème et donc ils doivent prendre conseil auprès d'écologues et d'évolutionnistes, ce qui est également le cas des médecins. Voilà, je pense que s'il y a une recommandation à faire, c'est que les spécialistes de biologie de l'évolution et d'écologie scientifique soient consultés par les médecins et par les gouvernants. Alors, une autre question donc d'Andreas d'Espagne. Nos animaux domestiques peuvent-ils être contaminés par le Covid? Alors, effectivement, il y a des cas de contamination qui sont produits. Alors, heureusement, apparemment sans gravité. C'est-à-dire que déjà, les animaux contaminés ne sont pas trop malades. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que les animaux contaminés ne semblent pas capables de redonner la maladie correctement. Ce qui veut dire que c'est un peu un cul-de-sac. On peut transmettre à un animal domestique, mais après, l'animal domestique n'arrivera pas à retransmettre à l'homme. Par contre, l'exception, ce sont les carnivores, les petits carnivores comme les visons. Et c'est pour la raison pour laquelle, en fait, il y a des élevages de visons dans beaucoup de pays qui ont été supprimés immédiatement. Et effectivement, là, il y a un vrai danger. Au moins, en tout cas, un danger de créer un réservoir supplémentaire avec possibilité d'évolution plus rapide. Parce qu'il faut se rappeler que le nombre de mutations, il est relativement stable parce qu'il dépend de la mécanique du virus dans la cellule. Par contre, le nombre de mutations augmente si la population du virus augmente. Donc, si on a des millions de visons qui sont infectés par des coronavirus, on va avoir des milliards de virus en plus. Et donc, on va avoir mécaniquement plus de mutations et plus de risques
de changement et d'évolution du virus. Alors, une autre question des États-Unis, donc de Laura, qui nous demande, enfin qui vous demande, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, des crises sanitaires similaires à celles que nous vivons actuellement avec la Covid-19 vont-elles devenir fréquentes? Alors malheureusement, elles sont déjà fréquentes. Bien sûr, elles peuvent être très différentes, hein, on l'a vu. Si on regarde les crises sanitaires qui ont précédé la Covid-19, le premier SRAS, par chance, il était moins contagieux. Donc, ça a été maîtrisé plus facilement. Je pense que ça a été l'erreur, justement, qui a amené les pays à mal gérer la Covid-19. Hein, c'est qu'on a pensé qu'il s'agissait d'un coronavirus comme celui du SRAS, qui était très peu contagieux, et avec des mesures de confinement, d'arrêt des échanges ou des voyages, on avait réussi à limiter la transmission de la maladie. Covid-19 est plus contagieux. Il y a eu le MERS aussi, qui a été transmis par des chauves-souris à des dromadaires. Alors là, c'est resté lié aux dromadaires, donc dans des environnements où les dromadaires sont fréquents, hein, c'est-à-dire dans des pays, par exemple, du Moyen-Orient. La population de dromadaires introduite en Australie, qui est énorme, n'était apparemment pas concernée, parce qu'il y avait très peu d'échanges. Donc là encore, c'est resté limité. Ebola, c'est tellement virulent que ça n'arrive pas à s'étendre très loin, parce que c'est tellement virulent que les personnes meurent très rapidement. C'est une maladie épouvantable, hein, une fièvre hémorragique. Donc, il est bien rare que quelqu'un ait le temps de voyager avant de tomber gravement malade. On n'est pas asymptomatique Ebola, alors qu'on peut être asymptomatique Covid-19. Et puis, bien sûr, il y a le sida, hein, le sida dont on croit que c'est une maladie récente. Aujourd'hui, les études montrent que le sida est apparu dans les années 1920-1930 et a circulé pendant très longtemps de manière très discrète en Afrique, où il a causé évidemment des dommages, mais sans qu'on s'en rende compte de manière évidente. Donc il y a beaucoup de maladies, mais vous voyez, les caractéristiques sont différentes à chaque fois. Donc là, avec la Covid-19, on est dans une situation très différente des précédentes. Quelque chose d'assez contagieux, fort heureusement pas trop virulent, hein, mais quand même suffisamment pour l'être plus qu'une grippe et être très sérieux. Hein, personne n'a intérêt à se dire « moi je m'en fiche, je ne prends pas de précautions, tant pis si j'ai le Covid-19 ». Je pense qu'on peut tous être raisonnablement et intelligemment inquiets, hein, mais ce n'est pas une maladie qui a la virulence d'Ebola. Voilà, donc on est dans une situation particulière. Il y en aura une autre d'ici 20 ou 30 ans, sauf si on arrête de déforester, si on arrête de trafiquer les animaux, ou si on arrête de faire des élevages géants de manière complètement absurde pour produire de la viande. Il y en aura d'autres. On peut espérer qu'elles soient de caractéristiques encore différentes et peut-être moins contagieuses que la Covid-19, mais c'est difficile de prédire à ce point-là. Parce que moi, j'avais entendu quelques scientifiques qui n'étaient pas forcément très surpris que cela émerge maintenant. Non, tout à fait. Hein. En fait, je vous ai cité des travaux qui le disaient en toutes lettres, qui écrivaient le scénario de la Covid-19, qui l'ont écrit en 2007. Mais c'était connu depuis longtemps. Les livres que j'ai mis en dernière diapositive là, de Serge Morand, c'est un chercheur du CNRS qui travaille actuellement en Thaïlande. Il a écrit des articles sur ce sujet-là il y a 15 ans. Hein, donc, ce qu'on appelle les écologues des maladies infectieuses connaissent parfaitement ces problématiques-là. Et ça avait été signalé au gouvernement, à l'Organisation mondiale de la santé. C'était pas quelque chose. Le programme One Health, qui a été une santé qui a été promue par l'Organisation mondiale de la santé, faisait état de ce problème-là. Le souci, si vous voulez, c'est que depuis 20 ans, toutes les tendances dont j'ai parlé ont augmenté. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la situation qui existait il y a 20 ou 30 ans en matière de déforestation ou de production animale ou de trafic. On a multiplié par 2, par 3, par 4, par 10 tous ces facteurs. Donc, on n'est plus dans le même monde, même que dans les années 90. Donc, ça,
On s'en rend pas compte, mais notre monde a beaucoup changé et en mal. Alors, il n'y a plus de questions là, mais il y a énormément de remerciements en fait pour la clarté de votre exposé. Alors, Francesca, par exemple, d'Italie, dit merci vraiment, Monsieur Grandcola. Enfin, j'ai compris pas mal de choses. Vous avez le don de la clarté. Teresa d'Espagne, merci infiniment pour toutes ces informations si intéressantes. Voilà, j'ai l'impression du coup que les scientifiques aujourd'hui sont, alors peut-être plus écoutés, je ne sais pas, mais vous êtes vraiment sur le devant de la scène de toute façon en ce moment. C'est quoi du coup votre avis sur la question? Parce que vous êtes souvent sollicité. Comment vous le prenez? Je pense que c'est important qu'il y ait effectivement une communication correcte entre toutes les parties de la société. C'est pas seulement les scientifiques, c'est aussi on a intérêt à ce qu'aujourd'hui on est dans une société de l'information. Alors il y a des mauvais aspects. C'est le fait que les réseaux sociaux véhiculent de la violence ou de la haine, mais il y a aussi des très bons aspects. Heureusement, c'est que finalement tout un chacun peut s'informer. Et je pense que c'est vraiment, c'est quelque part une possibilité pour nous tous de nous éduquer à plein de sujets, et pas seulement la science, mais tous les procédés, les artisanats, la culture, les traditions, enfin, quels que soient les sujets, je pense qu'on a vraiment une capacité aujourd'hui à échanger. Et c'est vrai que malgré tout, la science tient une place particulière parce qu'elle est source de connaissances et de connaissances qui évoluent. La science, c'est pas une révélation, ce sont des hypothèses qui sont construites, qui sont testées, souvent qui sont bousculées. On l'a vu avec les traitements de la Covid-19, il y a eu des traitements qui ont été mis en avant, et puis ça a été très difficile de voir dans l'urgence, avec des gens qui souffraient de maladies, d'arriver à voir si ces traitements étaient vraiment bons ou mauvais. Donc, quelquefois, on aurait envie que ça aille plus vite, bien sûr, et malgré tout le travail des scientifiques, des fois, ça peut pas aller plus vite, mais on a réellement besoin de connaissances. Et là, c'est en cela que la science amène son aide à la société, et en particulier sur l'état de l'environnement. Je pense qu'actuellement, on le sait tous, avec la crise du climat, la crise de la biodiversité, on est vraiment devant des enjeux planétaires que l'homme n'a jamais connus. C'est très clair, on n'a jamais été aussi nombreux, mais on n'a jamais eu autant de problèmes. C'est un paradoxe, le niveau de vie, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'environnementaliste, le niveau de vie augmente. Il y a de plus en plus de gens, heureusement, sur Terre qui vivent mieux. Il reste malgré tout beaucoup de personnes qui vivent très mal, mais on est quand même plus nombreux à vivre mieux. Mais malgré cela, en fait, notre relation à l'environnement est de plus en plus mauvaise. Et donc, le danger, c'est de ne pas tenir compte de cette situation et de continuer à provoquer des problèmes, soit climatiques, soit de biodiversité, comme la Covid-19. Donc, moi, je le vis très bien d'être en contact avec la société. Au contraire, c'est très... intellectuellement et humainement, c'est très positif. Par contre, je pense qu'il est important, c'est que les décisions politiques soient également inspirées par la science de plus en plus. Et ça, c'est un souhait que je pense que tout un chacun peut formuler. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette conférence. Je crois qu'il y a beaucoup éclairé. Je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. On a encore des commentaires qui continuent à arriver sur le chat. Donc, voilà. Il nous reste à annoncer la suite de la programmation, Patricia, c'est cela? Oui, alors Donc, la semaine prochaine, le 2 février, nous avons le plaisir d'accueillir Amine Malouf. Voilà, donc c'est dans le cadre d'une rencontre entre l'Alliance française de Paris, le CIDR-ETP, toujours avec le soutien de l'Institut français de la Fondation Alliance française. Et c'est dans le cadre de la série « Je viens de loin, j'écris en français ». Ce sera animé par Bernard Magnier.
et en partenariat pour les 2 prochains événements avec le CEO de la RATP, n'est-ce pas, Patricia? Pour la seconde rencontre de février, ce sera le Maroc qui sera à l'honneur, hein, un événement qui sera aussi co-organisé par l'Institut français du Maroc. Donc une rencontre qui nous permettra d'entendre les voix de Leila Slimani, Zeynab Fassiki et Rachid Benzine autour de silence et tabou, qui est un sujet qui, je pense, ne manquera pas de passionner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez tous les liens dans le chat. Voilà, il nous reste à nous quitter. Encore vous remercier, Philippe Grandcola, pour cet exposé vraiment passionnant. Ouais, très clair. Très clair. Et puis à très bientôt, à très bientôt la semaine prochaine, hein, pour nos prochains événements. Mardi prochain. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci.